Plaçons maintenant de la végétation sur le terrain. Cliquez sur cette icône et ensuite sur l'icône végétation. Ensuite, je crée un nouveau répertoire en cliquant sur cette icône et en donnant par exemple le nom de la catégorie arbre. Je commence par sélectionner la nouvelle catégorie arbre. Ensuite, je clique sur cette icône pour aller dans la catégorie des objets où se trouvent plusieurs types d'arbres. Je choisis par exemple ce type d'arbre. Ensuite, avec la touche CTRL, je peux prendre un autre arbre et ainsi de suite. Je prends donc plusieurs arbres différents. Je fais Open. Les arbres sont rajoutés à la catégorie. Pour positionner par exemple un palmier dans la map, je sélectionne celui-ci. Ensuite, grâce à la touche Shift que je maintiens et avec le bouton droit de la souris, je peux positionner et déplacer, vous voyez ici, le palmier. Si maintenant vous désirez agrandir ou diminuer le palmier, il suffit d'abord de le sélectionner en premier pour que le cercle vert ici apparaisse. Ensuite, vous appuyez sur la touche Alternate et grâce à la souris, vous pouvez jouer sur les dimensions du palmier. Pour supprimer un palmier dans la map, de la même façon, vous sélectionnez le palmier et vous appuyez sur la touche Delete. Si par exemple, vous voulez supprimer une partie de végétation, vous utilisez le système de sélection en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en faisant un cadre autour des arbres. Ceux-ci sont sélectionnés. Vous pouvez maintenant faire Delete, oui, et vous supprimez toute cette partie de végétation. De la même façon, vous pouvez par exemple aussi changer la hauteur de toute la végétation sélectionnée. Grâce à la touche CTRL, vous pouvez sélectionner les arbres que vous voulez modifier. Faites par exemple cette expérience de positionner un palmier à cet endroit dans la map et un autre un peu plus loin. Vous voyez que le deuxième palier ici n'est pas visible. Pour cela, nous devons aller dans les propriétés du palmier et dans la variable Sprite Distance Ratio, vous augmentez jusqu'à que le palmier soit visible. Une autre façon de peindre de la végétation sur la map est de cliquer sur le menu Paint Objet, d'ajuster la broche et ensuite simplement, vous voyez, avec le bouton gauche de la souris, je peux poser la végétation sur la map. Maintenant, si je désire supprimer de la végétation à un endroit, il suffit simplement que j'appuie sur la touche CTRL et je brosse. Pour placer des rochers dans la map, vous allez pratiquer de la même façon que pour la végétation. Vous sélectionnez donc le rocher qui vous intéresse. Ensuite, avec la touche Shift, vous positionnez votre rocher à l'endroit que vous désirez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aussi jouer sur la grandeur du rocher avec la touche Alternate. Si vous désirez peindre des fougères, par exemple de hauteurs différentes, vous allez pouvoir agir sur ces paramètres de grandeur. Ici, si je donne un peu de variation à la hauteur des fougères, vous voyez que là, j'obtiens quelque chose d'irrégulier. Maintenant, je peux aussi donner une simulation du vent sur la fougère en agissant sur la variable Bending. Il suffit de donner un peu, voilà, pour voir la simulation du vent sur les fougères. La variable Brightness va vous permettre de foncer un peu la couleur de la fougère. Ici, vous avez une autre variable qui a son importance, c'est la variable Alpha Blend. Si vous cliquez sur la variable, vous voyez la différence dans la fougère. Dans ce cas, la fougère est beaucoup plus proche de la réalité.
Mais attention, cela doit sûrement demander une puissance de calcul plus grande. Vous pouvez ici, en cliquant à cet endroit, afficher ou supprimer la visibilité de la végétation que vous avez créée au préalable. Ensuite, ici, vous pouvez sauver des fichiers de végétation. Vous pouvez ouvrir des fichiers qui viennent par exemple d'une autre map. L'icône ici permet de créer de la végétation sur toute la map. C'est la végétation qui est sélectionnée à cet endroit. Là, vous pouvez supprimer toute la végétation de la map. Et ensuite, vous avez ici un petit outil qui vous permet d'agir sur l'échelle des objets sélectionnés. Réalisons cet exemple pour comprendre le principe de la projection des ombres dans la végétation. J'ai positionné 4 palmiers sur la plage. Ensuite, je vais dans les propriétés du palmier et j'active la variable Cast Shadow. Celle-ci permet de projeter les ombres sur le sable. Si je clique sur la variable Recevoir l'ombre des palmiers d'à côté, par exemple, vous voyez que l'ombre est projetée aussi en haut des palmiers. Maintenant, donnez par exemple un peu d'effet de vent sur les palmiers et dans ce cas, vous constatez que l'ombre au sol est fixe. Pour que celle-ci puisse bouger, il va vous falloir activer la variable Real-Time Shadow. Vous voyez maintenant que l'ombre se déplace au sol. Intéressons-nous maintenant au menu Environnement. Grâce à ce menu, nous allons pouvoir agir sur plusieurs paramètres qui vont affecter l'environnement de la map. Le premier paramètre que je peux changer est ce qu'on appelle la Skybox. C'est en somme l'image du ciel. Prenons par exemple cette image MP Dune. OK. Je dois cliquer sur le bouton Apply pour voir le résultat. Vous pouvez ensuite changer l'effet de lens flare sur le soleil. Alors, je m'intéresse à cette variable et ici, je vais changer l'effet, c'est-à-dire le shader qui crée cet effet. Je prends flare important, OK. La variable water va nous permettre d'agir sur les réflexions dans l'eau. Alors, changeons ici par exemple aussi le shader en mettant ici pas de réflexion du terrain dans l'eau. OK. Apply. Vous voyez maintenant que les montagnes ne sont plus réfléchies dans l'océan. Si vous voulez rajouter du brouillard dans la map, il va falloir agir avec ces variables ici. Là, vous avez la couleur du brouillard. Alors, cliquez 2 fois sur cette icône, prenez par exemple ici la pipette et choisissez une couleur dans le ciel, comme ceci. Ensuite, Apply, et vous allez voir que la couleur du brouillard va changer. Le brouillard se trouve dans cette région à l'heure actuelle. Alors, pour agir sur la distance du brouillard, vous avez 2 paramètres. Le paramètre Start est la distance à laquelle le brouillard va commencer, et le paramètre End est la distance à laquelle le brouillard va disparaître. Faites cette expérience en mettant 2 valeurs, 10 par exemple pour Start et 200 pour End. Ensuite, Apply pour obtenir ce résultat. La variable ViewDistance est la distance à laquelle les montagnes vont être visibles dans le jeu. Alors, mettez par exemple une valeur de 200 et ensuite Apply. Vous constatez ici que la distance de visibilité est, disons, de 200 mètres. Déplacez-vous par exemple dans la map. Vous voyez comment le paramètre agit.
la variable environnement color va vous permettre d'ajuster la couleur du terrain avec la couleur du ciel pour que la map soit beaucoup plus réaliste. J'utilise la pipette et je prends un échantillon de couleur dans le ciel. OK. La variable outdoor ambiance color est la couleur des objets et la couleur ambiante des objets qui se trouvent à l'extérieur de la map. Alors, prenons une couleur accentuée, je prends ici un rouge intense, OK, appli. Vous constatez que la couleur ambiante des objets est devenue rouge, le terrain n'étant pas influencé par cette couleur. Agissons sur la couleur du soleil, en prenant de nouveau une couleur bien marquée. On voit ici très bien sur cet objet l'influence de la couleur du soleil. Le paramètre Skybox Angle va vous permettre de faire tourner l'image de la Skybox d'un certain nombre de degrés que vous spécifiez ici. Prenons par exemple 30 degrés, appli. Le paramètre Skybox Stretching va vous permettre de dilater l'image de la Skybox. Faites un exemple avec une valeur importante, 50 par exemple. Ici, vous avez une variable qui va vous permettre d'agir sur la réflexion du ciel sur l'océan. Alors, changez ce paramètre. Appli. Le paramètre au-dessus, ici, permet d'agir sur la transparence de l'eau. Les deux paramètres suivants vont vous permettre d'agir sur le bump de l'océan, c'est-à-dire sur le relief ou bien les vagues. Essayez ces deux paramètres. Regardons maintenant comment l'on peut passer d'un monde extérieur à un monde intérieur grâce à la construction, par exemple, d'un bunker et à la notion de trou dans la montagne. Dans un premier temps, nous allons chercher une entrée de bunker dans le menu Simple Entity. Je choisis par exemple ce modèle que je vois ici dans la fenêtre de Preview. Je peux tourner autour de l'objet grâce à la souris et au bouton gauche de la souris. Ensuite, pour faire un zoom, il suffit de cliquer sur les deux boutons en même temps et de draguer la souris. Maintenant, regardons comment l'on peut poser cet objet sur le terrain. Alors, nous utilisons la notion d'alignement sur le terrain, l'icône alignement. Ensuite, avec un simple glisser-coller, on positionne le bunker sur le terrain. Grâce à l'outil de déplacement, je positionne l'entrée du bunker à l'endroit qui me convient. J'utilise éventuellement l'outil de rotation pour faire tourner le bunker dans la bonne direction. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit pour votre entrée de bunker, il va vous falloir créer un trou dans la montagne. Alors pour cela, je vais dans le menu Terrain et je clique dans le menu All qui est le trou. Créer un trou, je déplace ici le curseur sur le terrain et je vois que j'ai affaire à un quadrillage. C'est à l'endroit de ce quadrillage que je vais pouvoir créer mon trou. D'une façon contraire, je peux faire Remove Trou, c'est-à-dire de nouveau remplissage du terrain. Vous voyez que la couleur du quadrillage change. Et je peux à nouveau boucher les trous. Vous pouvez bien sûr par la suite utiliser l'outil modification du terrain, c'est-à-dire que vous pouvez de nouveau ajuster le terrain autour de l'entrée de votre bunker de façon à ce que ce soit le plus réaliste possible.
Ensuite, vous choisissez une configuration de layout un peu différente, celle avec 4 vues. Sélectionnez l'entrée du bunker et ensuite, avec par exemple le bouton droit de la souris, je sélectionne cette fenêtre qui ici devient rouge et bordée d'une ligne rouge. Ensuite, je clique sur cette icône qui me permet de sélectionner l'objet, l'entrée du bunker, au milieu de cette fenêtre. Quand je me déplace ici, dans les autres fenêtres, elles se synchronisent automatiquement. Alors, vous voyez qu'ici, je peux faire un zoom en utilisant la molette de ma souris, le déplacement se faisant avec le bouton droit de la souris et en draguant la souris sur la table. Maintenant, vous avez ici le bunker en vue de dessus, en vue de face et en vue du côté gauche. Vous avez ici, en somme, devant vous, la représentation d'un logiciel 3D professionnel. Ceux qui connaissent 3ds Max vont tout à fait se retrouver ici. Agrandissons l'entrée du tunnel en rajoutant un module, par exemple celui-ci, un drag and drop dans la fenêtre perspective. Je peux positionner n'importe où dans un premier temps ce nouveau module. Le module étant sélectionné, je vais utiliser cette technique en cliquant sur cette icône qui va me permettre d'aligner sur l'entrée du bunker. Vous voyez ici que j'ai aligné l'un sur l'autre. Maintenant, il va falloir que je le positionne avec précision. Je vais d'abord faire tourner le module de façon à ce qu'il corresponde à l'entrée du bunker en utilisant l'accrochage sur l'angle ici et l'outil de rotation à cet endroit. Je fais une rotation sur l'axe des Z de 5 degrés en 5 degrés. Vous voyez en bas dans la fenêtre d'angle ici que j'ai bien fait tourner le module de 5 degrés en 5 degrés. Le déplacement, je vais pouvoir positionner le module à la suite de l'entrée du bunker. Vous pouvez aussi par exemple faire une copie de ce module avec le menu clone. Ensuite vous positionnez le module. Voilà, on a agrandi ici le tunnel. Regardez maintenant dans le fond du tunnel, vous voyez apparaître le ciel. Alors, pour résoudre ce problème, nous allons utiliser une nouvelle technique. La technique utilisée est la technique des zones de visibilité. Pour cela, nous allons définir une zone de visibilité grâce à ce menu et à la vis Area. L'icône Snap to Grid étant sélectionnée ici, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris pour faire un rectangle autour des 3 modules du bunker. Pour fermer, vous cliquez 2 fois sur le bouton gauche de la souris. Ensuite, dans la vue left, vous voyez qu'ici la zone ne recouvre pas complètement les 3 modules du bunker, donc nous allons agir sur la hauteur en mettant par exemple comme valeur 7. Voilà. Avec l'outil de déplacement, vous pouvez ici ajuster la zone. Si vous voulez ajuster le volume de cette zone avec précision, vous pouvez sélectionner donc cette zone et ensuite Edit Shape, vous activez Edit Shape et par exemple ici je vais déplacer suivant l'axe des X, je sélectionne et je prends le point et vous voyez que vous pouvez déplacer le point avec précision. Il faut donc bien faire attention que cette zone de visibilité entoure bien les 3 modules du bunker. Faites maintenant cette expérience en sélectionnant la vue perspective, ensuite cliquez sur cette icône et avancez dans le tunnel. Vous voyez qu'à un moment donné, vous arrivez dans le tunnel. Nous allons pour l'instant rajouter un simple éclairage dans cette zone.
sans entrer dans les détails. Je clique sur le menu Entity et dans Light, je choisis une Dynamic Light que je positionne au milieu du couloir. Vous rajoutez par exemple 3 lampes en faisant une opération Edit Copy. Sortez à nouveau du tunnel et là vous constatez que depuis cette vue, vous ne voyez pas l'intérieur du tunnel. Alors, pour résoudre ce problème, nous devons rajouter ce que l'on appelle une zone portal. La zone portal est au même endroit que la visibilité area. Vous cliquez sur ce menu, vous cliquez sur portal et vous créez de la même façon que précédemment une zone portal, mais cette fois-ci à cet endroit. Regardez dans la vue left et vous constatez que la zone portal n'est pas au bon endroit. Donc, déplaçons la zone portal à cet endroit pour voir normalement apparaître l'intérieur du tunnel si la zone portal est correctement positionnée. Il faudra peut-être ajuster la hauteur de la zone portal. En somme, la zone portal est une zone qui vous permet de passer depuis un monde extérieur à un monde intérieur. On utilise aussi les zones portales entre deux bâtiments intérieurs. Nous verrons ceci par la suite. Vous pouvez maintenant fermer le fond du tunnel en rajoutant ce nouveau module. Vous voyez ici la position de ce nouveau module. Faites une copie de ce module pour le mettre par exemple de l'autre côté. Et voilà, le fond du couloir est maintenant bien fermé. Si pour une raison de facilité de travail, vous voulez désynchroniser les fenêtres entre elles, car là vous voyez qu'elles sont synchronisées, quand j'agis sur une, les autres réagissent, vous pouvez le faire en allant dans le menu Tool, sous Préférences, Viewport, et vous désélectionnez Synchronise 2D Viewport. Ici, vous mettez Faux. OK. Faites une expérience. Vous voyez ici maintenant que je peux zoomer dans une fenêtre sans que les autres interagissent. Vous pouvez bien sûr à tout moment agrandir la fenêtre que vous voulez en cliquant simplement 2 fois dans la barre grise en haut de la fenêtre. Lorsqu'une map devient très complexe, il est très utile d'utiliser la notion de layer. Alors, cliquez sur ce menu, ici Layer. Vous voyez ici que déjà, un layer principal a été généré par défaut. Si vous cliquez sur l'œil, vous voyez que tout ce que je viens de faire précédemment a été stocké dans ce layer. Si j'appuie là sur cette flèche, vous voyez que je ne peux plus sélectionner les parties de ce module. Il faut que la flèche soit active pour pouvoir aller sélectionner les objets séparément. Faisons par exemple un nouveau layer en cliquant sur cette icône ici, en donnant par exemple le nom d'objet à ce nouveau layer. OK. Je sélectionne le layer ici, ce sera le layer qui est actif. Maintenant, je vais rajouter des entités, par exemple ici ce module, éventuellement encore un autre module. Revenons sur les layers, désélectionnez l'œil
pour voir disparaître les deux derniers modules. Ici, vous ne pouvez plus les sélectionner. Maintenant, si je clique avec le bouton droit de la souris, à cet endroit, vous voyez que je peux exporter les différents layers d'une map. Je peux bien sûr aussi supprimer le layer d'une map. La notion de layer est extrêmement importante lorsque les maps sont très complexes. Pour cela, regardez des maps existantes dans le jeu.